Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée, une émission de José Pivin avec Julien Gracq. En 1959, date de cet entretien, Julien Gracq avait déjà publié Au château d'Argol, 1938, Le roi pêcheur, 1948, Le rivage des Syrtes, 1951, Un balcon en forêt, 1958. Au cours de l'entretien, Julien Gracq évoque son enfance dans un village au bord de la Loire, des souvenirs de la Vendée héroïque et de la guerre de Vendée à proximité de Florent-le-Vieil, son goût pour Wagner et la quête du Graal, un mythe victorieux, le contraire du mythe d'échec. Puis, avec Pierre Lost, il s'entretient de ses origines, il est né en juillet 1910, dit comment il a trouvé son pseudonyme, ses premières lectures, Jules Verne, Edgar Poe, propos sur sa façon de travailler, sur les jeunes écrivains, le bonheur, etc. Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin qui la présente. Aujourd'hui, une matinée avec Julien Gracq, avec la participation de Pierre Lost et de Robert Bogdali. Des extraits des romans de Julien Gracq, Le beau ténébreux, Le rivage des Syrtes, Un balcon en forêt, de Liberté grande et de sa pièce Le roi pêcheur seront interprétés par Alain Cuny, Bruno Kremer, François Darbon et Nathalie Nerval. Prise de son René Cambien, assistant de production Jean-Pierre Collat. C'est devant les moires d'une mer étrangement calme, devant les feuillages étouffant même les bruits d'insectes, que le jour de cette matinée se lèvera. Avec Julien Gracq pour guide, nous irons visiter à des postes secrets des personnages immatérialisés par l'immobilité des affûts. Julien Gracq, vous qui ne voulez pas séparer l'homme de tout ce qui l'entoure, que ce soit pierre, arbre ou brume, vous avez dû éprouver plus que tout autre l'influence des aubes et des matinées. Et à chaque instant, en effet, je dois dire que les saisons, le temps qu'il fait, naturellement, le moment de l'année, c'est une chose qui pour moi compte beaucoup, qui agit beaucoup sur mon humeur ou à la rigueur sur mon imagination. Mais je dois dire que c'est une chose qui pour moi est tellement fréquente et tellement normale que il me serait assez difficile ici de vous citer un exemple très précis, enfin où j'ai eu conscience d'une espèce d'illumination ou de changement déterminé en moi, si vous voulez, par des circonstances de temps, de saison ou de moment. Je ne suis pas un homme du matin. Je regrette d'ailleurs beaucoup cette paresse qui fait que je me couche souvent assez tard et, mon Dieu, que je me lève alors que le soleil est déjà très haut, en particulier pendant l'été. J'aime énormément, évidemment, ces heures de la matinée. Ce sont des heures jeunes, des heures fraîches. Et je dois dire que je n'en jouis pas autant que je le devrais. Je dois dire que j'en suis responsable. Ma paresse en est responsable dans une large mesure. Peut-être préférez-vous les imaginer? Je les imagine, en effet, à l'occasion. Le temps de l'enfance est peut-être celui où nous nous trouvons le plus intimement en contact avec l'infini, je crois, Julien Gracq. Pourriez-vous nous parler de votre enfance? Mon enfance a été une enfance campagnarde, tout à fait. Je suis né dans une petite ville de l'Ouest, au bord de la Loire, chose qui pour moi a de l'importance car l'eau, enfin la fréquentation de l'eau qui m'a été familière de bonheur est une chose qui pour moi a été, je crois, assez importante, enfin d'un point de vue imaginatif.
J'ai vécu là, mon Dieu, toutes mes premières années, jusqu'au moment où je suis entré au lycée. Ma maison est au bord de la Loire, enfin juste au bord du fleuve, où j'avais sous les yeux constamment. Mes souvenirs, enfin, en dehors des souvenirs d'école que j'ai fréquentés très tôt, sont mon Dieu, oui, des promenades, enfin des jeux avec des camarades là au bord de la Loire. À cette époque, d'ailleurs, je me souviens qu'on construisait des épinoyers sur la Loire qui, vous savez, étaient faits pour améliorer la navigation. Et alors, il y avait des chantiers de construction de claies en bois. Nous fabriquions des radeaux, par exemple, sur lesquels on naviguait, enfin, d'une manière qui n'était peut-être pas toujours sans danger. Oui, la Loire, c'est un fleuve assez sauvage. Enfin, vous savez, l'hiver, la Loire est quelquefois assez redoutable. Et j'ai été tout de même assez rapidement familiarisé, enfin assez vite capable de mener un bateau et par conséquent de m'y aventurer. C'est un fleuve assez sauvage aussi parce qu'il y a beaucoup d'îles dans cette région, d'îles avec des parties qui sont des forêts de roseaux, de saules. On s'aventurait, je me rappelle, dans des chenaux et qui permettaient un peu de mener une carrière de Robinson, enfin pour les gamins que nous étions à cette époque. Alliez-vous la pêche à ce moment-là? Oh, je déteste la pêche. Je dois dire, enfin, mon père était un pêcheur très passionné, mais il a essayé de m'initier à ce goût de la pêche. Je dois dire que j'étais très, très rétif. Le côté immobile de la pêche et le côté gai, enfin gai, immobile pendant des heures est une chose qui ne m'allait pas. Je dois dire que j'ai encore maintenant une certaine antipathie dans le spectacle du pêcheur à la ligne. C'est peut-être une réaction enfantine, ça contre le milieu familial. Que faisaient vos parents? Mes parents étaient commerçants. Et au fond, je vivais, autant que je me souviens, assez seul. Mes parents étaient très pris de cette période de la guerre, ce qui fait que je vivais assez seul. Je lisais beaucoup, enfin je jouais avec des camarades, et au fond, j'étais assez libre. J'ai un autre souvenir qui a joué, alors, parce que je suis au fond historien, et cette petite ville, une petite ville qui a des souvenirs historiques, enfin assez précis. C'est une des villes, enfin, où la guerre de Vendée a commencé, en 93. Je me souviens que près de l'école où j'ai appris à lire, il y a le tombeau de Catlino, le général vendéen. Et il y a le tombeau de Bonchamp. Ça se rattache probablement à des impressions très lointaines d'enfance aussi. L'impression que ce pays où je vivais était une chose tout de même imprégnée d'histoire. Une chose m'avait beaucoup frappé. Il existe, par exemple, enfin c'est un élément, ce site, un souvenir tout de même très concret, mais il existe à Saint-Florent un charnier vendéen. Où il y avait 1500 à 2000 cadavres de gens qui ont été exécutés au moment de la guerre de la Révolution, qui ont été enterrés probablement dans une fosse commune. Et il y a encore quelques dizaines d'années, enfin avant qu'on recueille ces ossements, maintenant je crois qu'on avait fait un petit monument, sur la tranchée d'un chemin creux, je crois que de temps en temps des ossements s'éboulaient. Oui. Et il y en a un élément tout de même qui est probablement assez frappant pour l'imagination de quelqu'un de très jeune. Et alors j'ai eu assez tôt le souvenir ou l'impression que des événements assez importants étaient liés à cette ville. Cette guerre de Vendée en France, ça a été une mine inépuisable de romans à la Walter Scott. Enfin, c'est l'élément pittoresque, romantique tout de même de la période révolutionnaire. Je ne serais pas étonné que le goût, j'ai d'histoire, enfin toujours, d'un certain élément dramatique tout de même de l'histoire soit né en moi, enfin, à une période assez ancienne, et à cette époque-là. Vous aimez Wagner, je crois, Julien Gracq, parce que vous trouvez chez lui une expression artistique qui vous satisfait pleinement. J'avais 19 ou 20 ans, enfin, lorsque j'ai connu les ouvrages de Wagner pour la première fois. Wagner représente pour moi une espèce de révélation alors en matière d'art.
Il représente pour moi énormément de choses. D'abord le grand artiste romantique, enfin peut-être la réalisation la plus marquante de cette espèce d'impérialisme, si vous voulez, de l'art qui est la marque des artistes romantiques. Et puis alors des moyens évidemment musicaux, même assez exceptionnels, enfin un timbre très particulier auquel je suis sensible. Le charme agit ou n'agit pas. Nietzsche a parfaitement raison de parler de cuisine de magicien, enfin dans son cas. Je comprends fort bien qu'on soit hostile à Wagner, et passionnément, comme l'a été Nietzsche vers la fin d'ailleurs, tout autant qu'on peut l'aimer. Et puis alors il y a autre chose en dehors de la qualité musicale, il y a tout de même la très grande ambition, enfin à laquelle je suis sensible, enfin l'ambition d'un art total, parce que tout de même, je dois dire qu'un spectacle comme Parsifal représente pour moi l'impression la plus massive probablement que la scène tout de même puisse donner. Il y a l'élément musical, l'élément poétique, l'élément dramatique, plastique également, qui sont à la fois représentés. Et la chose assez exceptionnelle est que dans ce cas, tout de même, tout est commandé par un seul homme. Enfin, vous savez que l'écueil tout de même du spectacle dramatique, moi, la seule fois où j'ai approché la réalisation théâtrale d'un peu près, enfin à l'occasion d'une pièce que j'avais faite, on est frappé tout de même par l'extrême difficulté d'obtenir ce que l'on veut, parce qu'il faut la collaboration d'un grand nombre de personnes. Dans le cas de Wagner, il y a un homme qui a réussi d'abord à avoir son théâtre, enfin construit, ce qui est tout de même assez exceptionnel comme il le voulait, un texte qu'il écrit lui-même, la musique et lui aussi, la mise en scène, la direction, tout ça est assuré par lui. Il y a une unité, alors ici tout de même, qui se réalise là exceptionnellement et qui vraiment dans aucun autre cas, je crois, n'est obtenu à ce point. Il me semble que depuis, je ne vois pas d'œuvre qui représente une ambition aussi vaste, enfin, qui se situe sur un pareil plan. Jamais, je trouve, qu'on a peut-être porté l'ambition, enfin, en art aussi loin. Au point qu'il y a d'ailleurs un côté qui est un peu gênant, alors qui me gêne chez Wagner, c'est le côté didactique, enfin, le goût d'enseigner, il n'y a pas de doute, d'enseigner aux hommes, d'en inculquer certaines idées. Wagner s'est voulu aussi un peu un instituteur, enfin, de l'humanité, et alors ici, ça va évidemment beaucoup moins bien. Le leitmotiv, c'est un peu un coup de baguette, un rappel à l'ordre, à l'auditeur, qui est tout de même un petit peu trop celui d'un pédagogue, disons. C'est le côté qui me gêne. Mais enfin, je passe là-dessus et je veux dire que je reste fidèle à Wagner. Pourquoi aimez-vous particulièrement Parsifal ? Oh, ici, Parsifal, Lohengrin aussi, représente alors quelque chose qui est à part pour moi dans l'œuvre de Wagner, parce que, alors là, le sujet qui est touché m'intéresse de très près. C'est le cycle du Graal, alors, et l'histoire de la quête du Graal. Dans la quête du Graal, qui est quand même le grand mythe du Moyen-Âge, il s'agit d'une recherche, d'une attente, qui ici, précisément, se trouve aboutir. Enfin, c'est un mythe victorieux, alors que les grands mythes de l'Antiquité sont des mythes d'échecs. Ici, il s'agit d'un mythe, au contraire, qui représente une victoire. Et la réalisation, enfin, si vous voulez, l'illumination, ici est obtenue, ce qui me frappe beaucoup, à la fois sous une forme spirituelle et sous une forme matérielle. Le Graal est un objet, enfin, dont on fait la conquête, c'est un vase, enfin, qui peut se saisir, se voir. Je n'aime pas que la quête, enfin, se résolve comme ça dans je ne sais pas moi, un symbole vague qui n'est pas revêtu de chair.
Voici maintenant une scène du Roi pêcheur de Julien Gracq, où Perceval, à la quête du Graal, tendu par son ambition, rencontre Kundry dans le château d'Amfortas. Vous plaît-il de venir maintenant, Seigneur Perceval? Vous êtes si belle. Je suis si étonné. Vraiment? Dans ces bois perdus, je me suis cru au bout du monde. J'ai cru que je ne retrouverais jamais un chemin. Et cette soirée, ces deux rencontres, c'est comme quand le soleil brille avant de se coucher sur les bois après toute une journée de pluie. Le monde s'agrandit, les poumons s'emplissent de joie. Soudain, tout paraît proche, possible. C'est comme un présage. Un heureux présage? J'en suis sûr comme je vous vois. Vos yeux sont si clairs. Ma fatigue s'envole à vous regarder. Vous habitez Montsalvage, il me tarde d'y être. Ce doit être un magnifique château. Il nous tarde tous de vous y voir. Mais je n'y puis rester. Je ne puis m'arrêter nulle part. Et pourtant, ce soir, j'aurais désiré de me reposer. Ce que vous cherchez, Perceval, est repos sans fin, dit-on, et guérison de toute inquiétude. Jusque-là, il faut combattre et veiller. Vous vous appelez Kundry. Kundry. Vous êtes belle comme le jour. C'est un nom d'ici, je n'en ai jamais entendu de pareil. Ce n'est pas un nom de Montsalvage. Kundry, Amfortas, Montsalvage. Amfortas, Montsalvage, Kundry. Il a si grand peur d'oublier. Vous êtes comme un petit enfant. C'est vrai. Quand j'étais enfant, on me faisait des contes et quelquefois un nom me sautait aux oreilles. Un nom comme dans une gloire. Un nom comme dans un pays étranger où je n'irai jamais. Et je le gardais dans ma mémoire comme une chose très précieuse, comme un mot de passe qui me servirait un jour, dans très, très longtemps. Et pour ne pas l'oublier, des heures entières, je me le répétais tout seul, dans le noir. Et le mot de passe a servi quelquefois? Pas encore. Mais je ne suis pas au bout de mes peines et il ne faut rien oublier. Alors répétez encore pour en être sûr. Kundry. Perceval. On dirait qu'il y a tant de choses derrière votre nom. Derrière vos yeux. Comme derrière la voix d'Amfortas. Tant de choses. Et si peu de temps pour savoir, comme les yeux de ma mère qui savait tellement plus de choses que moi. Il sied donc que je veille sur vous à sa place et que je vous conduise au château. Le roi a donné ordre qu'on vous traite comme son fils. Oui. Mais il faut que j'aille chercher Bradamante. Bradamante? Bradamante, c'est mon cheval. C'est ce que j'aime le plus au monde après le Graal. Je l'ai laissé attaché là-bas à un arbre. Il va s'ennuyer de moi. Vous allez voir, Bradamante, c'est une grande merveille. Il vous aimera, il est doux comme vous. Et il a des yeux presque aussi beaux. Quel grand compliment. Ai-je dit une sottise? Cela me ferait tant de peine de vous blesser. Je suis si sauvage, on ne m'a jamais élevé et ma mère est morte. Venez. Vous vivez seul avec Amfortas dans le château? Il y a beaucoup d'hommes d'armes. Tout un gros, c'est un très grand château. Mais c'est vous qui le soignez? Il est très malade, n'est-ce pas? C'est si malheureux pour un roi. Et vous, près de lui, toute seule. C'est une vie triste. Amfortas est très courageux. Amfortas. Il dit que ce n'est pas une blessure, que c'est plus grave. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à guérir. Il y avait tant de sang sur sa robe. Et pourtant il parle, il vient pêcher. Il est si pâle. Il parle d'une voix si douce, comme d'un autre monde. Ne pensez pas trop à Amfortas. C'est vous qui lavez tout ce sang, avec ces mains si blanches. Vous devez être si bonne, si tendre, pour soigner, pour guérir. Il faut que vous soyez si dévoué à lui. Ce n'est pas si pénible. Ce n'est pas une blessure comme les autres. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Cette blessure ouverte que porte le roi du Graal est celle que reçut le Christ sur la croix. Le même jour, Amfortas et Perceval affrontent leur ambition. Tu ne m'attendais pas, Perceval. Non, je ne souhaitais pas vous revoir. Il te reste cependant des choses à apprendre. Ce n'est pas de vous que je les attendais. Kundry ne viendra pas. Ce qu'elle avait sans doute à te dire, j'ai préféré venir te le dire moi-même. Ce serait mentir que dire que je vous en ai de l'obligation. L'insolence n'a plus de place à l'heure où nous sommes, Perceval. Elle est celle de la franchise. J'ai abusé ce soir de ta jeunesse, de ta pureté. J'ai voulu te chasser de Montsalvage, alors qu'il en était temps. En vain. J'ai joué contre le dévouement, contre la foi, contre l'amour. J'ai perdu. Il me reste contre toi une carte et je la joue. Laquelle? Toi. Tu touches à la fin de tes peines, mais tu touches à l'heure de la plus grande épreuve. Perceval, si tu le veux, tu seras tout à l'heure roi du Graal. Moi? Tu te joues de moi encore? Non, Perceval. Il est temps que la vérité éclate. Montsalvage et Corbenic ne font qu'un. Tes pressentiments et tes rêves ne t'ont pas trompé. La colombe que je porte est celle de l'esprit qui vient visiter les cœurs purs. Le Graal lui-même m'a infligé cette blessure inguérissable en punition de mon indignité. C'est dans ces murs qu'on le garde. Dans un instant, tu vas le voir. Je le verrai. Ah, parle! Parle, il me semble que la joie vide le sang de mon cœur. Parle-moi du Graal. La parole est sans ressources. Il est lumière, musique, parfum et nourriture. Tu le verras, tu comprendras. On le portera devant toi et le moment sera venu de poser la question révélée en rêve. La question qu'on ne doit poser qu'une fois. Et je régnerai par le Graal. Oui, tu régneras. J'ai peur de me réveiller d'un rêve. N'aie pas peur. Tu y entres au contraire, et c'est un rêve dont tu ne te réveilleras plus. Il est bon que tu le regardes en face de tes yeux d'homme, tant que tu les tiens encore ouverts. Je suis venu pour t'y aider. Que veux-tu dire? Que je te cède un trône de péril, un glaive sans pardon, un manteau lourd aux épaules d'un homme. La grâce me sera donnée pour m'en revêtir. Elle t'inondera en effet, Perceval. Tu dépouilleras le vieil homme, tu dépouilleras même l'homme tout court. Comprends-tu ce que cela veut dire? La gloire ne m'éblouira pas, Amfortas. Je ne t'oublierai pas. Je t'ai déjà pardonné. Tu as été l'instrument de cette gloire. Je te bénirai. Je te consolerai. Tu oublieras tout. Où tu vas, il n'est plus de souvenirs. Où tu te trouves, on ne joue plus sur deux tableaux. Le Graal est exigeant. On n'endosse pas comme un costume, ne fût-ce qu'un reflet de la divinité. Ne te reverrai-je plus? De ces yeux qui interrogent encore, non, plus jamais. Tu baigneras dans la certitude et c'est une chose qui dispense de regarder. Je lutterai pour le Graal. Je vaincrai pour lui. Ma vie ne sera plus qu'une aventure de lumière, au grand soleil, dans la splendeur. Tu n'auras plus d'aventure. Il n'en est plus à qui possède tout. Ton aventure finit ce soir, Perceval. Tu verras l'étrange chose que c'est de lui survivre. Ma vie sera autour de moi comme un champ moissonné. Ma tâche sera faite. Tu seras en repos avec toi-même pour toujours. Je te souhaite d'aimer à bien dormir. Montsalvage revivra. Montsalvage reverra le soleil. Ces brouillards se dissiperont. Son éternel hiver finira. Les feuilles ne tomberont plus jamais à Montsalvage. Tu cherches à m'étonner. Je ferai de Montsalvage un paradis sur terre. Les chevaliers m'aimeront comme des frères. C'est la règle. L'amour leur sera commandé à tous. Ta faute t'égare, Amfortas. Tu ne peux me comprendre. J'aurai l'amitié des cœurs purs. Tu seras seul, à jamais. Le Graal dévaste. De toi à eux, il ne restera que l'adoration. Kundry me restera. Je laverai sa faute. Elle vivra près de moi, sauvée. Kundry sera morte. Tout ce qui est impur se dessèche où brille le Graal. Ainsi c'est ta dernière ruse. Avant de me céder la place, tu cherches à me désespérer. Tu t'en charges toi-même. Là où tu entres, finit l'espoir et commence la possession. Tu verras comme elle accable.
La terre sera pour toi pleine comme un œuf, chaque chose à sa place, et plus une place à y changer. Tu m'as empoisonné le cœur. Mes yeux se troublent. Est-il donné à un homme d'entrer vivant dans un air irrespirable, dans une gloire terrifiante comme la mort, de la vouloir, de la choisir, de détruire pour renaître tout ce qu'il a été? Donner est le mot, car ici le don t'écrase. Tu ne choisis pas, Perceval, tu es choisi, tu l'oublies. Seigneur, soutiens-moi, éclaire-moi. Va, prie en effet, humilie-toi. On ne peut s'imaginer de miraculer sans une excessive modestie. Il me semble que je suis pris dans un piège horrible. Ah, Trevisent! Trevisent m'avait averti. Il me sauvait. Il écartait ma tête de ce mur impitoyable. Je ne m'en étonne pas. Mon salvage est une mise en demeure. Le Graal dissout les espoirs fumeux et les idées vagues. Et les gens comme Trevisent les aiment beaucoup. Regarde-moi, Enfortas. Ma tête vacille. Regarde-moi dans mes yeux d'homme. Une dernière fois. Je te croirai. Tu m'as dépouillé une à une de toutes mes joies. Tu as tué mes rêves, un à un. Réponds-moi. Est-il à ce point terrible de régner sur le Graal? Oui, Perceval, terrible. Il est terrible pour un homme que Dieu l'appelle vivant à respirer le même air que lui. Mais toi, Enfortas, aide-moi à percer ce brouillard atroce. Tu as pu, pourtant. Tu as régné. Tu as vécu. Oui. Mais j'avais ceci. Tu me perces de mon bonheur, comme d'une lance. Enfortas, ce n'est pas possible. Tu me tends un dernier piège, n'est-ce pas? Tu me trompes encore. Ah, dis-moi que tu me trompes. Sauve-moi, guéris-moi, fais cesser ce vertige. Tu portes le Graal à ma bouche comme un calice de fiel. J'ai retourné toutes les cartes, Perceval. Je ne t'ai pas tendu de piège. C'était un autre que moi qui t'entendait. Je deviens fou. Parle-moi. Aide-moi. Je ne puis plus rien pour toi. Regarde. Et voici maintenant Pierre Lost et les questions qu'il va poser à Julien Gracq. Julien Gracq, où et quand êtes-vous né? Je suis né en Anjou, à Saint-Florent-de-Vieille, qui est un bourg de l'Anjou au bord de la Loire, en juillet 1910. Et quelle est l'origine de votre nom? Mon nom, Gracq, est un pseudonyme. Mon nom véritable est Poirier. Et j'ai choisi ce pseudonyme pour séparer, je crois, la vie, disons, littéraire de ma vie ordinaire. Le nom a été choisi pour des raisons phoniques, évidemment, et aussi selon une certaine exigence, 3 syllabes qui me paraît, enfin pour le nom et le prénom, qui me paraît un rythme, disons, satisfaisant. À quel âge avez-vous commencé à écrire? À 26 ans. Quel est le premier livre qui vous a impressionné? Certainement dans ma première enfance, Jules Verne. Ensuite Edgar Poe, enfin lorsque j'étais alors déjà adolescent. Qu'est-ce qui a été déterminant dans l'orientation de votre carrière? Il m'est difficile de le dire. Ce sont certainement des lectures ou des impressions de théâtre. Il y a eu certainement la lecture de Poe. Il y a eu plus tard, incontestablement, les choses qui ont compté, c'est Stendhal, Rouge et le Noir, que j'ai lu vers 16 ans. La rencontre de Wagner, un peu plus tard. Et ensuite, la rencontre avec le surréalisme, avec Breton en particulier. Ce sont les chocs qui ont probablement été pour moi les plus importants. Quelle est votre méthode de travail? Je n'ai pas de méthode. Je travaille autant que possible, régulièrement chaque jour, pendant les vacances, qui sont la période où je travaille. De manière générale, j'ai un autre métier dans l'année qui me prend mon temps. Je travaille
un temps assez court, de jamais plus de 3 heures à la suite, en corrigeant et en revoyant ce que je fais au fur et à mesure. Je revois peu les passages. Une fois le passage écrit, je n'y touche plus guère. Ma méthode de correction est immédiate, plutôt, oui. Pour quelle œuvre ou pour quelle page de vous avez-vous le plus de tendresse? C'est beaucoup une fonction du temps. En général, on s'intéresse, vous savez, surtout, je crois, aux dernières choses qu'on a faites. Les choses les plus éloignées de moi, celles du début, évidemment, je m'en sens beaucoup plus détaché. Parmi les choses que j'ai écrites, peut-être celle qui m'est le moins désagréable à relire, c'est plutôt la littérature à l'estomac. Quels sont parmi les jeunes écrivains ceux qui vous paraissent les plus doués? Là encore, j'aurais de la peine à vous répondre, et je le ferai d'une manière sans doute qui ne serait pas impartiale, parce que je suis un mauvais lecteur de romans, j'en lis peu, et il y a beaucoup certainement d'écrivains de mérite que je ne connais pas suffisamment. J'ai tout de même, je dois dire, une certaine déception, depuis une dizaine d'années, en lisant les nouveaux écrivains. D'une façon générale, je trouve que cette production ne vaut pas celle de la décade précédente. Mais c'est peut-être ça dû au vieillissement et au fait que je m'intéresse plus tout de même aux gens de ma génération. Quels sont, à votre avis, les plus beaux mots de la langue française? C'est une question bien embarrassante. Les mots me touchent en grande partie, vous savez, parce que tout de même, l'écrivain manie les mots, c'est un matériel pour lui très concret. Je sais qu'il y a certaines structures, en tout cas dans les mots, qui entraînent une préférence pour moi. J'aime énormément la consonne R, par exemple, dans un mot, consonne d'appui qui est, à mon avis, la plus belle de la langue française. R et A en particulier. Julien Gracq, que faites-vous le dimanche? Le dimanche est un jour que je n'aime pas. Mon emploi du temps n'est pas très différent, je crois, de celui des autres jours de la semaine, mais j'ai toujours l'impression d'une sorte de vacances assez désagréable, de flottement, on va dire. Je n'aime pas le dimanche. Quelle est votre distraction favorite? J'en ai plusieurs. Parmi les jeux, évidemment, c'est le jeu d'échecs, qui a été pour moi, à un certain moment, une véritable passion. Et mon Dieu, je dois dire que je suis un spectateur assez assidu des stades, le football en particulier. Êtes-vous collectionneur? Pas du tout. Pas du tout, même pas bibliophile. Je m'intéresserais, si j'en avais la possibilité, alors probablement davantage aux manuscrits. C'est la chose qui m'attirait le plus. Mais enfin, je ne suis pas du tout, à ce point de vue, collectionneur. Quels sont vos poètes préférés? Encore une question embarrassante. Mais enfin, parmi les noms qui me viennent tout de suite, évidemment, parmi les Français, Rimbaud, Baudelaire, certainement, Poe, parmi les écrivains anglais que je lis. Les autres, malheureusement, je ne peux pas les lire dans le texte. Quels sont vos musiciens préférés? Indiscutablement, ici, Wagner. Et vos peintres préférés? La peinture est un domaine où j'ai pénétré très tard et où je ne me sens pas du tout expert. Parmi les peintres qui me touchent beaucoup, je crois que je mettrais peut-être d'abord Vermeer. Vermeer, certainement, oui. Un animal a-t-il compté dans votre vie? Oui, un chien que j'ai eu et que j'ai beaucoup aimé, un chien de berger. Et si vous aviez dû vous-même être un animal, quel animal auriez-vous souhaité être? La vie du chat me paraît, dans l'ensemble, une vie assez souhaitable, vie contemplative, un peu végétative, mais j'imagine que le chat connaît beaucoup de bonheur. Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez un homme? La fidélité, peut-être. Et chez une femme? C'est plus délicat. Mais je crois que j'apprécie beaucoup l'égalité d'humeur, parce que moi-même, je ne suis pas d'une humeur toujours égale. Pour vous, qu'est-ce qui symbolise la France? Là, je dois dire que vous m'embarrassez. C'est une question, mon Dieu, qui demanderait beaucoup de réflexion. Là, vous allez me trouver court. Alors, je vais vous demander quelle est votre idée du bonheur? La possibilité, évidemment, tout de même de se livrer à une activité de son choix. Oui, c'est pour moi l'essentiel. Et votre idée du malheur? Eh bien, elle se rattache, je dois dire, tout de même en grande partie à l'idée c'est surtout l'idée d'une affliction physique, la maladie, qui est pour moi tout de même une chose extrêmement répulsive, et que je redoute beaucoup.
Avez-vous déjà frôlé la mort? Oui, certainement. Pendant la guerre, ça m'est arrivé. Et j'en garde une impression, je dois dire, affreusement désagréable, angoissante. Quelle est votre préoccupation actuelle? Aucune préoccupation vraiment passionnée. Vous savez, évidemment, il arrive toujours qu'on réfléchisse ou qu'on songe à un prochain travail à entreprendre. Je peux dire que, mon Dieu, c'est une préoccupation qui ne quitte jamais tout à fait. Mais enfin, ça ne correspond pas à un état de tension, même très accentué. Pour terminer, Julien Gracq, je voudrais vous demander si vous pourriez vous définir vous-même en moins de 20 secondes. Certainement pas. Certainement pas, je ne l'entreprendrai même pas. Ça me paraît vraiment tout à fait difficile. Non, ici, j'avoue que, encore, je me rends. Voulez-vous maintenant, Julien Gracq, nous parler de cette époque où, ayant quitté les radeaux de la Loire, vous vous êtes trouvé devant le monde des hommes civilisés? Eh bien, j'ai ensuite, évidemment, quitté le Saint-Florent, où je suis né, pour le lycée, à Nantes. Je dois dire que ce passage, enfin, me laisse, pour une large part, un souvenir assez pénible, qui est celui de l'internat. J'étais interne extrêmement longtemps, et je dois dire, pour une bonne part, je garde de l'internat d'assez mauvais souvenirs. Le lycée, évidemment, a représenté pour moi les études, mais alors je dois dire que les études classiques n'ont eu aucun rapport au début avec l'éveil de goût littéraire. Je me souviens, je crois me souvenir, ce qui est assez curieux, que l'étude des écrivains que nous faisions au lycée, on faisait de fort bonnes études au lycée de Nantes, représentait pour moi un travail scolaire, que je faisais bien, mais qui était pour moi assez fastidieux, qui n'éveillait pas du tout l'imagination. Au fond, les impressions d'art, si vous voulez, le monde de l'art, pour moi, s'est manifesté d'une manière, je crois, tout à fait différente. Au fond, c'est le théâtre et plus exactement, c'est l'opéra. Il y avait à ce moment, à Nantes, une saison lyrique régulière. Je veux dire que nous étions très passionnés par ces représentations quand nous pouvions y aller, ce qui est assez peu fréquent. Enfin, on suivait les performances des ténors, des chanteurs, on commentait avec beaucoup de passion. Et pour nous, le monde de l'art, pour moi en tout cas, c'était, au fond, je dois dire, même si ce n'est pas très, très honorable, au début, ça a été, je ne sais pas, l'Acmé, l'Africaine, voire les cloches de Corneville, beaucoup plus que Racine ou Corneille ou Molière que nous étudions. J'ai gardé ce goût de l'opéra, que je considère toujours d'ailleurs comme une forme assez remarquable, lorsqu'elle est réussie, ce qui est rare. Et il en est peut-être resté d'ailleurs un certain goût théâtral, un certain goût de la mise en scène. Le passage, au fond, je crois, au goût proprement littéraire, peut-être, alors c'est fait par l'intermédiaire d'un écrivain probablement comme Edgar Poe. On voit évidemment assez bien le passage, parce qu'il y a aussi chez Edgar Poe l'élément d'aventure, je pense aux aventures d'Arthur Gordon Pym, ou même aux récits policiers ou au Scarabée d'or. Et alors, j'ai dû probablement m'y intéresser. J'ai lu assez tôt Edgar Poe, j'avais peut-être 14-15 ans. Je l'ai lu probablement d'abord, la manière dont je lisais les romans d'aventure, et puis je me suis rendu compte qu'ensuite il y avait un autre élément probablement plus mystérieux, qui faisait qu'on y revenait, qu'on le relisait, et qui était au fond la qualité. Je crois qu'il faut aller jusqu'à 16-17 ans pour que vraiment j'ai choisi un livre, une lecture qui m'a fait une très grosse impression, et probablement parce que alors je suis allé à ce livre moi-même. J'étais au début, au fond, assez docile, autant que je me souviens, je lisais les ouvrages du programme. Et puis d'ailleurs, je n'avais pas beaucoup de moyens d'en lire d'autres. Nous étions, à ce moment, nous bornions à la littérature des bibliothèques d'études, qui étaient, autant que je me souvienne, constituées de petits fascicules à 50 centimes, d'ailleurs imprimés d'une façon déplorable ou presque illisible, que je lisais sans beaucoup de plaisir. Et le premier livre que j'ai acheté, et dans lequel je me suis plongé, que j'ai réellement choisi, c'est Le Rouge et le Noir, qui était certainement une lecture qui m'a, à ce moment, extraordinairement impressionné. À cette époque-là, Stendhal faisait, je parle de 1920-1925, n'était pas un auteur scolaire. Les littératures de l'époque en parlaient un peu comme d'un auteur qui sentait le soufre. On en parlait, on en disait du bien, mais d'une manière très réticente. Je suppose que c'est ce qui m'a poussé, naturellement, de manière assez maligne, à me le procurer et à le lire.
Voici maintenant un passage du rivage des Syrtes de Julien Gracq, la dernière inspection du capitaine Marino. À cette heure tardive de la journée d'hiver, il faisait déjà sombre dans les couloirs de la forteresse. Marino, toujours silencieux, alluma la lanterne accrochée dans la chambre de garde, et à la lueur qui perçait à peine la buée jaunâtre, il me sembla lire sur son visage et dans le geste fébrile de la main qui battait le briquet les signes d'une nervosité inhabituelle. Comme toujours en hiver, malgré les réparations de Fabrizio, les murs ruisselaient d'une humidité froide et une fois ou deux, je vis distinctement les épaules de Marino frissonner sous la capote lourde. « Revenons demain, lui dis-je. Rien ne nous presse. La soirée est glaciale. » « Non, ce sera très vite fini. » La lueur de la lanterne perçait à peine l'obscurité laiteuse. Mais tout à coup, la hauteur des voûtes reflua sur nous à travers le noir dans la vibration creuse des voix qui résonnaient comme un fracas de vitres. Ce n'est pas que ce soit un lieu particulièrement hospitalier ce soir, ajouta-t-il d'une voix qui sonnait avec complaisance comme s'il eût fait visiter les salles à un touriste. Il semblait revenu à une bonne humeur expansive et presque inquiétante. Mais c'est ma dernière ronde. Et puis, il me semble que tu t'y plaisais. Il s'arrêta tout à coup, et sa lanterne levée éclaira faiblement un cartouche sculpté dans la voûte. In sanguine vivo tu... épela-t-il comme s'il eût déchiffré les syllabes à mesure. Le reste se perdit dans un bredouillement confus et prolongé. Il y avait cette fois quelque chose de si distinctement anormal dans sa mimique que je me sentis au bord de l'irritation. « Eh bien, dis-je en fixant avec une impatience à peine polie. Le sens n'est pas clair, Aldo. »« Eh bien, dis-je, en le fixant avec une impatience à peine polie. »« Le sens n'est pas clair, Aldo. N'as-tu jamais remarqué? Le sens est indifféremment ou bien que la ville survit dans son peuple, ou bien qu'elle demande au besoin le sacrifice du sang. » Ce n'est guère une heure pour une pareille exégèse, ne trouvez-vous pas? Coupai-je de plus en plus impatienté. De minute en minute, je me sentais moins à l'aise. Il y avait dans l'œil de Marino, était-ce un reflet de cet éclairage fantomatique, quelque chose de fixe et de lugubre qui démentait cette conversation burlesque. La lanterne posée entre nous à terre tirait à peine les visages du halo de vapeur. Nos ombres allongées s'arquaient en se perdant très haut sur les voûtes. Des gouttes froides coulaient de leurs pierres, une à une, entre le col de ma capote et mon cou. Il reprit sa lanterne et se remit en marche de son long pas déhanché. Dans les journées humides, le capitaine se souvenait d'une ancienne blessure. De nouveau, nos ombres se balancèrent. Marino ouvrait les portes une à une, sans mot dire, fourrageant les serrures rouillées dans un grand cliquetis froid de métal. Une odeur compacte de mousse moisie et de ferraille pourrie sautait au visage comme un jet de ces casemates débouchées après des siècles. Une odeur froide et sans levain qui soulevait le cœur, corsé par des siècles de pourriture vénéneuse. Je suivais Marino de casemate en casemate sans mot dire, nos lourdes bottes pressant comme une éponge une litière pestilentielle. Le silence se faisait pesant. La flamme de la lanterne pétillait et charbonnait dans l'air nauséeux.
Des ombres douteuses grouillaient sur les voûtes souillées. Il y avait comme un présage funèbre à ce que le géant, remué sur sa lourde couche, exhalât aussi agressivement aux narines cette odeur intime de cercueil, l'odeur d'Orsena. Marino balança sa lanterne sans mot dire, et tout à coup reparut sur ses lèvres un sourire étrange, celui qu'il avait eu dans la chambre des cartes. Il nous reste à voir la batterie de la plateforme. Ce sont les pièces qu'on veut remplacer. Il était très difficile, dans le dédale des rampes et des escaliers de la forteresse, de savoir jamais à quel étage on se trouvait au juste, une fois pris dans l'intérieur du bloc. Mais tout à coup, à ma surprise, nos manteaux battirent au vent de mer. Ce que je prenais à ma gauche pour des entrées de casemate, trompé par ces enfoncements d'obscurités opaques, était une file d'embrasures désaffectées. Marino posa sa lanterne sur un bloc d'ombre qui barrait le passage. Le vent du large agita brusquement la flamme. Un ray de lumière glissa en flèche le long d'un ventre de métal. Avant même de reconnaître le canon et la plateforme, je compris où, après bien des détours, le capitaine m'avait ramené. La nuit sera tranquille, mais le vent va s'établir demain, dit-il, en penchant la tête dans l'embrasure et en humant l'air malgré lui. Mais le lieu et le moment glacèrent en moi l'envie de sourire. Te souviens-tu du soir où je t'ai trouvé dans la chambre des cartes? Comme du jour où vous m'avez amené ici. Il y a une chose que je me suis toujours demandé. Qu'est-ce qui vous a tellement frappé ce soir-là? Ton regard. Un regard qui réveillait trop de choses. Je n'aimais pas ta manière de regarder. Pourtant, je t'aimais bien. Je détournai les yeux, bizarrement remués, et regardai du côté de la mer. Vous avez raison, dis-je. Il n'y avait pas de place pour nous deux ici. Non. Il n'y avait pas de place. Il y eut quelques secondes de silence. Tout à coup, j'éprouvais une impression de raideur dans la nuque qui gagnait les épaules comme si on y eût braqué le canon d'une arme, en même temps qu'une sensation brutale et imminente de danger me bloquait la poitrine. D'une détente, je me jetai à terre, m'agrippant à la murette basse, au bord même du vide. Quelque chose, au même instant, trébucha contre ma jambe avec un souffle lourd, puis bascula au-dessus de moi en raclant la margelle. Tapi contre la pierre, la tête dans les épaules, mon cœur se suspendit à un instant de silence surnaturel, puis, avec un bruit flasque, un corps gifla lourdement les eaux calmes. Je demeurai quelques instants immobile, penché au-dessus du gouffre. Le silence absolu de ce vide refermé comme une trappe et la torpeur qui m'engourdissait le cerveau firent que je portais d'un geste machinal la main vers ma tête comme si elle eût été encapuchonnée d'étoffe. Puis je me relevai sans hâte, et d'un geste d'incrédulité absurde, j'élevai doucement la lanterne au-dessus de ma tête. La lueur jaune glissa sur les dalles mouillées, découpa brutalement sur la nuit l'embrasure vide, d'un vide si intrigant que je tâtais de la main, d'un geste aveugle, le rebord de la pierre, comme devant un cadre derrière lequel on eût troué le mur. Il n'y avait plus personne. Les recherches se poursuivirent tard dans la nuit. On avait mis à flot les pinasses de l'embarcadère et toutes les barques disponibles à l'amirauté jusqu'au canot du Redoutable, que l'équipe de sécurité, alertée par les appels du rivage, avait mis d'elle-même à la mer. Dressé tout debout à l'extrême avant de la barque, avec sa torche qui pétillait dans l'humidité lourde, parfois un homme surgissait du brouillard comme un fantôme glissant sur les eaux tranquilles et huileuses. Longtemps les appels gutturaux, où l'angoisse peu à peu cédait à une résignation encore incrédule, s'entrecroisèrent dans la nuit calme. Le cadavre ne reparut pas. Pour Giovanni, et au fur et à mesure que les recherches se révélèrent plus vaines, pour presque tous, les vêtements et les bottes pesantes du capitaine avaient dû l'entraîner, aussitôt après qu'il eut perdu connaissance, jusqu'au fond de vase gluante de la lagune
d'où aucun corps de mémoire d'homme n'était remonté jamais, et personne ne parut mettre en doute l'explication de l'accident que j'avais aussitôt donné, à savoir que le capitaine, en voulant contourner la volée de la pièce, avait glissé sur les dalles humides. Un sens plus caché s'attachait pour moi à cette disparition sans trace. Il me semblait que le capitaine, qui pour moi n'avait jamais tout à fait vécu à l'amirauté, mais plus profondément l'avait hanté à la manière d'un génie engourdi de la terre, avait passé au sein de cette nuit noire et de cette lagune dormante d'une manière trop suspecte pour que ne s'y attachât pas la valeur d'un de ces signes auxquels la vie à l'amirauté m'avait tenu les sens entr'ouverts. Comme si l'esprit même de ces eaux lourdes et de ces pierres moisies, un esprit en qui le temps même avait semblé engourdir ses battements, eût regagné à l'heure dite et à la place fixée le refuge des profondeurs noires pour en sceller sur lui le consentement et le sommeil. Vos personnages, Julien Gracq, agissent avec une lenteur de gens qui ne savent pas, ou du moins qui ne savent pas distinctement où ils vont. C'est cette imprécision qui leur donne cette lenteur, je le crois du moins, dans l'attente que le but s'éclaire. Avez-vous une notion de ce que pourrait être ce but une fois éclairé ? Je ne sais pas si dans la vie, il y a des buts, enfin, parfaitement définissables et qui puissent rester en même temps, une fois atteints, valables. Je crois que on y cherche quelque chose, et c'est quelque chose qui en vaut la peine, et quelque chose probablement qu'on serait un peu empêché et gêné de définir à l'avance. Il est certain que ces personnages sont à la recherche de quelque chose. Alors recherche d'ailleurs d'une manière qui, souvent, je dois dire, n'est pas tellement active. Très souvent, leur attitude est une attitude d'attente, mais d'une attente assez passive, laquelle se résout d'une manière qui, évidemment, peut parfois paraître peu satisfaisante et très souvent, en somme, sur un échec. Ce qui en vaut la peine, c'est toujours la résolution des contradictions et au fond la fusion, si vous voulez, la suppression des barrières entre l'homme et le monde. Vous savez que le romantisme allemand, qui est une période qui me passionne, a cherché à faire sauter ces barrières, à trouver un moyen, enfin, que l'homme et le monde coïncident au fond, que les contradictions à ce point de vue sautent. Et c'est une recherche que le surréalisme a reprise. Il est certain que ces personnages sont dans l'attente de cet instant privilégié, de cette possibilité de faire sauter les barrières, probablement. Je crois que c'est la seule chose, enfin la seule recherche qui en vaille la peine. Maintenant, dire que jamais aucun d'eux atteigne une solution, je ne le crois pas, on ne peut pas le dire. Pour moi, les situations que j'aime décrire, ou que j'aime traiter, ce sont précisément ces moments d'attente, beaucoup plus que les moments de réalisation. Remarquez que d'ailleurs le désir sur le point de sa réalisation ou en chemin de sa réalisation est ce qu'il y a tout de même probablement de plus passionnant, puisque au fond toute réalisation est déception à la longue. Et comment se fait-il que pour exprimer ces situations d'attente, vous ayez souvent choisi les militaires ? En fait, il y a quelque chose qui, dans la situation du soldat, favorise beaucoup, évidemment, ce que je demande à mes personnages, c'est-à-dire un certain déracinement. Le soldat est un homme qui vit dans un état entre parenthèses, en somme. Les soucis quotidiens, tout ce qui est l'élément social, précisément, dont nous parlions tout à l'heure, famille, métier, enfin, engagement dans la société, sont des choses qui sont tranchées radicalement par l'état de guerre. Quantité de problèmes, il faut le dire, qui souvent n'en valent pas la peine, d'ailleurs, cessent de se poser. C'est ce côté qui, évidemment, fait que j'ai choisi, probablement, pas mal de mes personnages dans cette situation de guerre, situation du soldat. Et voici l'attente du lieutenant Grange dans un balcon en forêt.
dînait de bonne heure aux Falaises. C'était toujours pour Grande un moment plaisant. Ils s'installaient tous les quatre près du poêle bourré, autour de la petite table de bois blanc sur laquelle Grange travaillait chez lui dans la journée et qu'on tirait pour le dîner dans la pièce commune. Gourcuff, d'habitude, s'endormait avant la fin du repas, mais Hervouette, Olivon et Grange s'installaient souvent pour discuter en fumant autour du poêle sur lequel chauffait toujours une casserole de café âcre et insipide, comme sur la cuisinière des fermes normandes. Les dieux pénates des Falaises sont ici, pensait Grange, quand Olivon posait les tasses et décoiffait la casserole d'un geste rituel. Il était étonné de s'être trouvé, sans y penser, une espèce de foyer. La conversation cheminait facile. Olivon, qui était chef d'équipe au chantier naval de Penouette, avait, avec Hervouette, des amis communs. La moitié des Brierons allant chaque jour travailler à Saint-Nazaire. Tous deux étaient de gauche, et les discussions politiques allaient chaudement. Les grèves de 36, le Front populaire, passaient dans la salle basse avec le bruit de la grande armée dans les souvenirs des demi-soldes. On eût dit que la guerre n'était qu'un incident technique, comme à la radio. Un rideau lâché par un machiniste farfelu sur l'instant le plus passionnant de la pièce. Puis, Hervouette racontait des histoires de chasse, des nuits d'affût où repassait une figure de vieux Brieron, chanteur, paillard et braconnier, sorte de héros folklorique qui amusait Grange parce qu'il ressemblait au père Yerotchka des Cosaques. Quelquefois, quand la discussion s'était prolongée, ils écoutaient à la radio le traître de Stuttgart, qui avait une fois parlé de leur régiment. Après un long grésillement, toutes les réalités de la guerre fusaient à travers le brouillage, avec cette voix mince et acide, qui prenait les temps de ses répliques comme un troisième couteau. Dans les silences, on entendait autour de la maison les branches s'égoutter, et quelquefois, tout près, un bruit de grosses bêtes fouissant dans les taillis, qui jetaient Hervouette à la fenêtre. La fenêtre ouverte, on percevait un long froissement salubre, qui paraissait courir à perte de vue sur la forêt respirante, et le cri des chouettes qui venaient se percher tout près, jusque sur le barbelé, attirés par les petits rongeurs en quête de pain moisi. Ils se sentaient bien, à l'aise d'être ensemble, disposés gais dans la bonne chaleur, un peu tendus pourtant par cette rumeur de sauvagerie, cette fenêtre ouverte sur la nuit du monde inquiétant. C'était l'instant que choisissait Gourcuff pour se réveiller. Les plaisanteries qui saluaient son écarquillement de bébé joufflu donnaient le signal de la coucher. Putain de guerre, faisait Olivon avec un bâillement en rechargeant la casserole vide. Les hommes souhaitaient le bonsoir et rentraient dans leur chambre qui donnait sur les barbelés, et que Grange appelait le carré de l'équipage. Quand il se penchait à la fenêtre, il apercevait un moment à la fenêtre voisine le point rouge de la cigarette d'Hervouette, qui flairait les bois mouillés d'un nez de chien de chasse avant de réparer ses collets. Lorsqu'il était rentré dans sa chambre, Grange lisait un moment à la lueur d'une mauvaise lampe voleuse qu'il accrochait par une griffe au-dessus de sa table à la cloison de bois. Mais les libations de café d'après-dîner l'énervaient, et surtout, lorsque le temps était sec et qu'il y avait de la lune, il sortait pour une courte promenade avant de se coucher. La nuit de la forêt n'était jamais tout à fait noire. Du côté de la Meuse, très loin, le rebord opposé de la vallée dans les trouées des arbres blanchissait vaguement par moments d'une espèce de fausse aurore, une palpitation soyeuse d'éclairs mous et gras, pareils à ces grosses bulles de lumière qui crèvent par intervalles au-dessus des vallées de hauts fourneaux. C'était le béton des casemates pour lequel on mettait maintenant les bouchées doubles, qu'on coulait la nuit à la lueur des sunlights. Du côté de la frontière, où le plateau peu à peu s'élevait, on voyait perler un à un et glisser quelques instants dans la nuit de petits points de lumière qui s'épanouissaient sans bruit et balayaient la crête des taillis d'un rayon rapide. Les automobiles belges qui roulaient dans la paix d'un autre monde, au travers des carrières plus aérées où l'Ardenne peu à peu se morcelait. Entre ces deux franges que la nuit soudain alertait vaguement, le toit, c'était le nom que donnait Grange à ce haut plateau de forêt suspendu au-dessus de la vallée, restait plongé dans une obscurité profonde. La laie s'allongeait à perte de vue comme une route fantôme, à demi phosphorescente entre les taillis sous son poudrage de gravier blanc. L'air était tiède et mou, chargé de senteurs de plantes. Il faisait bon marcher sur cette route sonore et crissante, enfouie dans l'ombre des branches, avec au-dessus de sa tête cette traînée de ciel plus claire, vaguement vivante,
qui semblait parfois s'éveiller du reflet des lueurs lointaines. Grange marchait dans une sensation de bien-être physique sur laquelle venaient virer des pensées confuses, qui n'étaient pas toutes amènes. La nuit le protégeait, lui rendait cette respiration heureuse et cette aisance des bêtes nocturnes pour qui se rouvrent les chemins libres. Mais la nuit rapprochait la guerre de lui. Sur le mont de tapis épaissement à cette heure dans la peur des premiers âges, on eût dit qu'une épée de feu inscrivait de grands signaux purs et lisibles. Le ciel éveillé au-dessus des bois regardait la France obscure, l'Allemagne obscure, et entre les deux, l'étrange scintillement calme de la Belgique, dont les lumières venaient mourir au bord de l'horizon. La nuit ne dormait pas. On sentait que la terre aux aguets l'avait revêtu comme un camouflage. L'œil s'accrochait malgré lui au pinceau lointain des phares qui parfois se croisaient, semblaient tâter l'air précautionneusement comme des antennes d'insectes, derrière l'horizon vaste et inquiétant. Grange quittait l'allée et gagnait à gauche par un laillon la côte 457, un ressaut de terrain rasé par une coupe récente, d'où la vue s'étendait au loin sur le plateau. Il s'asseyait sur une souche, allumait une cigarette et regardait longuement la nuit toute couvée de lueurs. De là, les lucioles couraient soudain plus nombreuses, fermant devant lui sur l'horizon presque un demi-cercle de clignements rapides qui semblaient s'avertir et s'interroger. C'était comme les atterrages d'une côte peuplée quand on vient du large par une nuit claire. On eût dit qu'une question était posée et qu'il devenait urgent de comprendre, mais Grange ne la comprenait pas. Il sentait seulement monter en lui au bout de quelque temps une fébrilité vague, et autour des yeux, la légère constriction de l'insomnie. L'envie lui venait de marcher dans cette nuit trop éveillée jusqu'à la fatigue, jusqu'au matin. Quand il revenait à la route, de nouveau, tout était calme. Vous enseignez la géographie, Julien Gracq. Pourriez-vous nous dire ce que ce mot représente pour vous? J'ai un goût très très prononcé pour, je dirais, les choses de la planète, enfin, et pas très exactement en ce qui concerne la nature, pas tellement les plantes, pas tellement les animaux, pas tellement les détails, qui m'apparaissent assez mal. Je ne suis pas très observateur en ce qui concerne les petits objets, enfin, parce que les petites choses, les fleurs, les coquillages, les petits animaux. J'ai toujours eu le goût, au contraire, goût que j'ai très vif, des paysages. Alors, des grands ensembles, des vues lointaines, enfin des échappées de vues lointaines, des hauteurs d'ailleurs, d'où on découvre un grand pays. Il y en a un que j'ai revu assez fréquemment et où je me rendais de temps en temps lorsque j'étais en Normandie, à Caen. C'est un paysage dont je me souviens fort bien. Il n'est pas extrêmement impressionnant, mais il est très net en ce sens que vraiment les lointains semblent se perdre presque à l'infini. C'est le paysage qu'on a au-dessus de Mortain. Mortain est une petite ville qui se trouve presque au haut d'une espèce de marche d'escalier. Et alors vers le sud, vers la Bretagne, en direction de Rennes, on a une vue extrêmement lointaine. On a une vue aussi vers la mer, vers le Mont Saint-Michel. C'est un endroit qui m'a toujours donné l'impression d'un haut lieu, précisément d'un endroit d'où on domine. C'est un goût que j'ai très enraciné et qui évidemment me menait assez directement du côté de la géographie, surtout de la géographie physique, qui est le côté par lequel j'ai abordé la géographie. C'est certainement à ce goût, enfin des paysages, des pays, et puis au besoin aussi de voir d'un peu plus près comment la chose était faite. C'est ce qui m'a poussé du côté des études géographiques. Ce que je voulais simplement indiquer, c'est que les lointains me touchent plus que les choses proches. Enfin, j'ai, si vous voulez, une espèce en imagination, tout au moins une espèce de presbytie. Je remarque d'ailleurs, c'est une remarque que je n'ai pas écrire quelque part, que si on regarde de très près, dans les livres
d'écrivain un peu descriptif. Il y a deux familles qui ne se mêlent presque jamais. Il y a les myopes, et les presbytes. Et voici un voyage au pays des banquises, imaginé par Julien Gracq dans son recueil Liberté grande. Il faut se lever matin pour voir le jour monter à l'horizon de la banquise, à l'heure où le soleil des latitudes australes étale au loin des chemins sur la mer. Miss Jane portait son ombrelle et moi un élégant fusil à 2 coups. À chaque défilé de glaciers, nous nous embrassions dans les crevasses de menthe et retardions à plaisir le moment de voir le soleil à boulets rouges s'ouvrir un chemin dans un chantilly de glace pailletée. Nous longions de préférence le bord de la mer, là où, la falaise respirant régulièrement avec la marée, son doux roulis de pachyderme nous prédisposait à l'amour. Les vagues battaient sur les murs de glace des neiges bleues et vertes, et jetaient à nos pieds dans les anses des fleurs géantes de cristaux. Mais l'approche du jour était surtout sensible à ce léger ourlet de phosphore qui courait sur les festons de leurs crêtes, comme quand les capitales nocturnes se prennent à voguer sur l'étal de leur haute mer. Au cap de la Dévastation, dans les fissures de la glace, poussaient des Edelweiss couleur de nuit bleue. Et nous étions toujours sûrs de voir se renouveler de jour en jour une provision fraîche de ces œufs d'oiseaux de mer dont Jane pensait qu'ils ont la vertu d'éclaircir le teint. Sur la bouche de Jane, c'était un rite pour moi que de renouveler chaque jour pour l'y cueillir de mes lèvres cet adage puéril. Parfois, les nuages nous dérobant le pied de la falaise annonçaient un ciel couvert pour l'après-midi, et Jane s'informait d'une voix menue si j'avais soigneusement enveloppé les sandwichs au Chester. Enfin, la falaise devenait plus haute et toute crayeuse de soleil. C'était la pointe de la désolation. Et sur un signe de Jane, j'étendais la couverture sur la neige fraîche. Nous demeurions là longtemps couchés, à écouter battre du poitrail les chevaux sauvages de la mer dans les cavernes de glace. L'horizon du large était un demi-cercle d'un bleu diamanté que sous-tendait le mur de glace où, parfois, un flocon de vapeur naissait, décollé de la mer comme une voile blanche. Et Jane me citait les vers de Lermontov. J'aurais passé là des après-midi entières, la main dans les siennes, à suivre le croassement des oiseaux de mer et à lancer des morceaux de glace que nous écoutions tomber dans le gouffre, pendant que Jane comptait les secondes, la langue un peu tirée d'application comme une écolière. Alors nous nous étreignions si longtemps, et de si près, que dans la neige fondue se creusait une seule rigole, plus étroite qu'un berceau d'enfant. Et quand nous nous relevions, la couverture entre les mamelons blancs faisait songer à ces mulets d'Asie qui descendent des montagnes battées de neige. Puis le bleu de la mer s'approfondissait et la falaise devenait violette. C'était l'heure où le froid brusque du soir détache de la banquise ces burgs de cristal qui roulent dans une poussière de glace avec le bruit de l'éclatement d'un monde et retournent sous la volute cyclopéenne d'une vague bleue, un ventre de paquebot gercé d'algues sombres, ou l'ébrouement lourd d'un bain de plésiosaures. Pour nous seuls, s'allumait de proche en proche, jusqu'au bord de l'horizon, cette canonnade de fin du monde comme un Waterloo des solitudes. Et longtemps encore, la nuit tombée, très froide, était trouée dans un grand silence du jaillissement lointain de fantômes des hauts geysers de plumes blanches. Mais j'avais déjà serré dans les miennes la main glacée de Jane, et nous revenions à la lumière des pures étoiles antarctiques. Voici maintenant le prologue du Beau Ténébreux de Julien Gracq, prologue à l'homme seul. J'évoque, dans ces journées glissantes, fuyantes, de l'arrière-automne, avec une prédilection particulière les avenues de cette petite plage, dans le déclin de la saison, soudain singulièrement envahie par le silence. Elle vit à peine cette auberge du désœuvrement migrateur, où le flux des femmes en robe claire
et d'enfants soudain conquérants avec les marées d'équinoxe, va fuir et soudain découvrir, comme les brisants marins de septembre, ces grottes de briques et de béton, ces stalactites de rocailles, ces puériles et attirantes architectures, ces parterres trop secourus que le vent de mer va ravager comme des anémones à sec, et tout ce qui, d'être soudain laissé à son vacant tête-à-tête avec la mer, faute de frivolité trop rassurante, va reprendre invinciblement son rang plus relevé de fantômes en plein jour. Sur le fond de mer, les terrasses vitrées, mortes, leur ferronnerie mangée de lèpre saline, angoisse comme des bijouteries mises au pillage. Le bleu usé, lessivé des volets clos sur des fenêtres aveugles recule soudain incroyablement dans le temps le reflux de vie responsable de cette décrépitude. Pourtant, sous le soleil aigrelet d'une matinée d'octobre, des bruits naissent, se décrochent bizarrement du silence comme du rêve le geste solennel d'un dormeur. La barrière blanche d'une clôture de bois craque. Une sonnette se répercute longuement d'un bout à l'autre de la rue vide. Je rêve. Qui s'annonce ici avec une telle solennité? Il n'y a personne ici, il n'y a plus personne. Je m'enfonce maintenant derrière les villas rangées sur l'amphithéâtre de la plage. Je parcours les avenues enfouies sous les arbres, au doux sol brun assourdi par le sable et les aiguilles des pins. Un silence équivoque s'établit sitôt tourné l'angle de la plage. Au cœur de ces cavées vertes des avenues, la rumeur de la mer ne parvient qu'incertaine, émouvante comme une rumeur d'émeute au fond d'un jardin endormi de banlieue. Sur les fonds de verdure sombre, minérale, des pins et des cèdres, soudain les bouleaux, les peupliers flamboient, se résorbent en une légère fumée dorée, font courir leurs flammes rouges comme les chenilles de feu sur un papier consumé. Les jours approchent où la grande grisaille marine va rendre à tout le décor ses harmoniques fondamentales. Une pigmentation subtile gagne, çà et là, par flaques. Le sel pâlit l'enduit des murailles, avive d'un rouge grinçant le fer des grilles. Le vent de mer sable les planchers par les fentes des portes. Une transgression soudaine, insolite, imprègne la petite ville, dure et grise comme le sel et le corail, de je ne sais quelles traces obscures d'un incendie froid, d'un raz de marée à sec. Il arrive que par certaines après-midi, grises, closes et sombrées sous un ciel désespérément immobile, comme sous la maigre féerie des verrières d'un jardin d'hiver, dépouillées de l'épiderme changeant que leur fait le soleil et qui tant bien que mal les appareille à la vie. Le sentiment de la toute-puissante réserve des choses monte en moi jusqu'à l'horreur. De même m'est-il arrivé de m'imaginer la représentation finie, me glisser à minuit dans un théâtre vide et surprendre de la salle obscure un décor pour la première fois refusant de se prêter au jeu. Des rues, une nuit vide, un théâtre qu'on rouvre, une plage pour une saison abandonnée à la mer, tisse d'aussi efficaces complots de silence, de bois et de pierre que 5000 ans, et les secrets de l'Égypte pour déchaîner les sortilèges autour d'une tombe ouverte. Mains distraites, porteuses de clés, manieuses de bagues, mains expertes aux bonnes pesées qui font jouer les pierres tombales, déplacent le chaton qui rend invisible. Je devins ce fantomatique voleur de momies lorsque, une brise légère soufflant de la mer et le bruit de la marée montante devenus soudain plus perceptibles, le soleil enfin disparut derrière les brumes en cet après-midi du 8 octobre 1925.
êtes professeur d'histoire, Julien Gracq, et je crois que parmi les forces que vous estimez avoir agi sur le sort de l'humanité, s'en trouve une qui est le destin. Oh, je ne suis pas le seul de cet avis, et il y a évidemment, dans l'époque où nous sommes, il est bien évident que l'obsession de l'histoire, évidemment de la fatalité qui est enfermée dans l'histoire, est une chose qui pèse sur toute l'époque et sur toute la littérature de l'époque. Et c'est une chose qui n'est pas neuve. Je crois qu'on peut même dater l'époque où débute cette espèce d'obsession historique, au fond, qui commence à peu près dans la littérature française avec Chateaubriand. Ces Mémoires d'outre-tombe où la vie de Chateaubriand est entièrement replongée, on va ainsi dire entièrement réalignée sur les événements historiques, enfin, qu'il a vécu. Et il y a un ton tout à fait nouveau qui apparaît avec lui. Alors, cette obsession de l'histoire, tout le monde l'a bien entendu à l'époque, je l'ai bien entendu, il est impossible de s'en abstraire, mais je trouve alors qu'elle prend un caractère maintenant qui est tout de même un peu excessif. Justement, je voudrais, enfin, un des sens que j'attribue à ce que j'écris, c'est tout de même aussi de s'évader un peu de cette obsession qui devient tout à fait pesante et excessive. Il y a autre chose que l'histoire, il y a autre chose que l'homme pris dans le courant, dans le tissu des événements historiques. Il y a tout de même tout un autre aspect de l'homme qui, j'espère tout de même, n'est pas absent de mes livres. En tout cas, je voudrais qu'il ne soit pas absent de mes livres. C'est, si vous voulez, l'homme, les valeurs contemplatives. Il y a un mot, enfin, que j'ai lancé et auquel je tiens, parce qu'il représente tout de même certains aspects que j'aimerais au moins mettre en valeur dans mes livres, que j'espère avoir mis quelquefois en valeur dans mes livres. C'est ce que j'appelle la plante humaine. C'est-à-dire que l'homme est en prise sur les saisons, la terre, le milieu dans lequel il vit, et il se recharge tout de même de force, de vertu, d'une certaine manière, par le contact des choses. Et je trouve que dans la littérature actuelle, cet élément naturel, cet élément qui est aussi l'élément de l'homme seul, enfin, est à peu près complètement négligé. Songeons par exemple, je ne sais pas moi, aux grands fondateurs de religion, par exemple. Il n'y a pas un seul fondateur de religion qui ou ne vienne du désert ou n'ait passé une partie très déterminante de sa vie dans le désert. C'est tout de même assez significatif. Et je sais qu'à ce point de vue, mes livres font figure certainement d'ouvrages un peu en marge, évidemment, par rapport au courant dominant. Je suis tout à fait persuadé, d'ailleurs, car il y a un mouvement de pendule dans la littérature comme en toute chose, que le pendule qui est à une extrémité, à ce point de vue, reviendra fatalement dans l'autre sens. Avez-vous, Julien Gracq, l'impression d'être un homme isolé? On peut l'entendre de deux façons. Au point de vue littéraire, je n'ai pas l'impression d'être évidemment dans le fil, la direction principale qui est celle de l'époque. Nous en avons parlé, quoique tout de même, alors là je me sens des affinités très fortes, alors et même très intimes, avec un mouvement comme le surréalisme qui a eu beaucoup d'importance pour moi. En ce qui concerne alors plus personnellement, je ne peux pas dire que je ne sois pas sociable, enfin je ne me considère pas tout de même comme un asocial, mais j'ai besoin évidemment de grands espaces de vide, d'isolement, enfin dans ma vie. Je dois dire que si je considère mes journées, il s'y trouve une très bonne part évidemment qui est passée plutôt seule. Et c'est ainsi que se termine notre matinée passée avec Julien Gracq. Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Vous avez pu écouter une émission imaginée et réalisée par José Pivin qui la présentait. Aujourd'hui, une matinée avec Julien Gracq, avec la participation de Pierre Lost et de Robert Bogdaly. Des extraits des romans de Julien Gracq, Le Beau Ténébreux, Le Rivage des Syrtes, Un balcon en forêt, de Liberté Grande et de sa pièce Le Roi Pêcheur, était interprété par Alain Cuny, Bruno Kremer, François Darbon et Nathalie Nerval. Prise de son René Cambien, assistant de production Jean-Pierre Collat.